Bon, merci Stéphane, merci Lilian aussi qui a organisé ça. Merci à la sauce de m'accueillir pour mon retour en Calédonie, sur le Caillou, après en gros 6 ans d'absence. Donc je suis content de pouvoir vous présenter une minéralogie un peu particulière et un pays qui me tient un peu à cœur parce que j'ai travaillé là-bas pendant 4-5 ans, le Mali, même si actuellement il y a quelques problèmes là-bas. Les gens sont très accueillants et il y a une minéralogie finalement assez variée, même si c'est relativement nouveau. Donc je vais vous présenter ça, je vais essayer d'être assez rapide. Donc au Mali, j'y suis resté en gros entre 2007 et 2012. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler dans la région de Sikasso ici, sur la mine d'or de Siama. Et j'ai un peu sillonné la partie sud du Mali, qui est ici. Avec la partie l'aile de gauche du papillon, parce que le Mali il a une forme en gros de papillon, et c'est la partie sud qui est généralement la plus intéressante du point de vue minier et du point de vue géologique. La partie nord c'est un peu différent, on peut voir là. Donc au niveau géographique, le Mali en gros c'est 2 fois la superficie de la France, et un relief assez modéré, sauf dans la partie nord, là, la drare des Iforas, et un climat aussi très varié. Donc toute la partie nord, la moitié nord ici, c'est du climat saharien, avec très peu d'affleurements en dehors des reliefs. Il y a beaucoup de dunes, de sable. Ensuite, on a une partie sahélienne ici, au centre, où là, il y a des cuirasses démantelées, et la partie soudanienne au sud où on a un climat tropical avec saison contrastée, où on a de la cuirasse, beaucoup de cuirasses, un peu comme dans le sud calédonien, mais encore plus présente puisqu'il y a moins de relief que dans le sud calédonien. Et donc c'est ce qui est illustré un peu à côté là, donc le nord désertique, le centre un peu plus savane sahélienne, et le sud qui est vraiment la savane soudanienne assez typique, et puis des surfaces cuirassées, et quelques rares reliefs de roches ultramafiques ou basaltiques qui ressortent un peu dans la pénéplaine du Craton. Voilà, donc un petit diapo sur l'aspect historique du Mali. Le Mali, le nom du pays Mali vient de l'Empire du Mali, qui est un empire africain qui a été très puissant à une époque, au XIVe siècle en particulier, grâce notamment à ses ressources en or. Donc il y a eu beaucoup de mines d'or qui ont été exploitées dans la partie ouest et sud du Mali actuel, et qui ont permis à l'empereur de l'époque, Kankou Moussa, qui était empereur du Mali au XIVe siècle, et qui s'est rendu célèbre par son pèlerinage à la Mecque en 1324, où avec une caravane de je ne sais plus combien de personnes, il s'est déplacé jusqu'au Caire avec un gros 8 tonnes d'or. Et ça a provoqué l'effondrement de la valeur du métal pendant au moins une dizaine d'années. Et c'est un fait historique qui ne s'est jamais reproduit. Donc on oublie un peu ça, mais l'homme le plus puissant de tous les temps, c'était un Malien, au point de vue richesse, grâce au gisement du Mali. Donc si on regarde un peu la carte géole, et la géole très résumée du pays, et en particulier en se focalisant sur la partie sud, je ne vais pas trop parler de la drare des Iforas, qui est un craton un peu différent de ce qu'on a au sud. Dans la partie sud, on a le Birémien, donc c'est en gros 2,5 à 3 milliards d'années, des roches très anciennes, avec aussi un petit peu d'archéum, mais qui n'est pas nécessairement au Mali, et donc qui affleure en 2 endroits au Mali, le Mali sud, l'extrémité sud du Mali sud, et également la partie ouest ici, et c'est là où se concentrent les ressources en or. Ensuite, on a aussi un gros bassin néoprotérozoïque qui occupe la partie centrale du pays, ici, où on a, c'est le bassin de Taoudéni, donc des roches clastiques. Et quelque chose qui va nous intéresser un peu plus loin, c'est le Jurassique. On n'a pas de roches sédimentaires jurassiques, mais on a par contre des cils de basalte qui sont assez importants, qui affleurent dans la partie centrale et en partie ouest, et qui viennent intruder le bassin de Taoudéni. Donc ça c'est un fait très important pour la minéralogie, on va voir un peu plus loin.
Et puis finalement, tertiaire, quaternaire, c'est les formations superficielles subactuelles avec le cuirassement au sud, et puis les dunes et les zones ensablées de la partie nord et centrale. Donc voilà, en résumé. Les ressources minérales du Mali, la grosse ressource, c'est vraiment l'or, qui est exploité depuis en gros une vingtaine d'années, et qui a permis au pays de se hisser à la 3e place des producteurs du continent, avec en gros 50 tonnes d'or extraits par an, avec 3 grosses mines dans la partie ouest, Sadiola qui fut la toute première mine moderne du pays, Loulo et Tabakoto. Loulo qui a été plus ou moins découvert par le BRGM à l'époque, et qui a été repris par les Sud-Africains de Randgold. Et au Mali Sud, il y avait Morila également, qui a été découvert par BHP, puis exploité par les Sud-Africains de Randgold, et Syama, qui a été exploité par BHP, puis repris par Resolute, la compagnie pour laquelle je travaillais à l'époque. Et Kalana, une mine assez ancienne, mais une mine souterraine qui a des ressources, mais qui a une production assez modeste. En dehors de l'or, il y a quelques ressources ou quelques métaux avec un potentiel assez important, notamment la bauxite qui dépasse de la province guinéenne où on a les grosses ressources de bauxite. On retrouve les mêmes types de gisements au pourtour de la frontière avec la Guinée. Quelques phosphates un peu partout dans les sédiments tertiaires, du diamant dans le Birimien. Il y a quelques pipes de kimberlite dans la partie ouest du Mali, également autour de Bougouni. Un peu d'uranium dans le Birimien ou à l'interface entre le néoprotérozoïque et le socle ici. Également potentiellement un petit peu dans ce coin-là, qui pourrait être similaire à ce qu'on trouve du côté du Niger. Mais bon, c'est pas du tout développé pour le moment. Et un peu de nickel, mais nickel sulfuré et platinoïde dans les roches ultramafiques du sud. Donc voilà en gros. Et puis quelque chose que j'ai oublié mais qui est important actuellement, c'est des pegmatites à lithium qui sont explorés en ce moment dans ce coin-là, vers Bougouni. Donc voilà en gros le potentiel pour le pays. Mais c'est vraiment l'or qui occupe le premier rang des ressources exploitées. Donc, et c'est vraiment quelque chose qui est exploité de manière poussée depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, en Afrique de l'Ouest en général et au Mali en particulier. Bon, l'exploitation traditionnelle, elle se perd un peu, mais ça c'est des images que j'avais pu filmer au Sénégal, avant que le cours de l'or décolle comme il a décollé au cours des années 2005-2006. Où là, on était à un cours relativement faible et c'était modéré. Il n'y avait pas d'orpaillage à la sauvage comme il se fait actuellement. Et là, c'est vraiment les outils traditionnels à petite échelle, avec les hommes qui descendent dans les puits chercher l'or et les femmes qui font le lavage et qui trouvent des récoltes assez importantes. Mais c'est vraiment des activités saisonnières. Alors qu'actuellement, c'est d'autres types de populations qui sont attirées par l'appât du gain et qui font ça pas nécessairement dans leur terroir. Donc voilà un exemple de... Là vous voyez c'est un site dans le sud Mali où il y a eu des grosses exploitations artisanales historiques. Vous voyez l'échelle du 4x4 là et les détentes. Tout ça, ça a été miné il y a des siècles. Donc c'est sous cuirasse, c'est plus ou moins en place. C'est le halo de dispersion d'un gisement primaire qui a été exploité de cette manière-là. Donc ça s'est effondré entre-temps. Alors je ne sais pas si c'est à l'époque de l'exploitation ou si c'est postérieur, mais ça permet d'avoir un bon aperçu de ce qu'ils ont fait à l'époque, à la force juste avec les outils qu'on a vus précédemment, des petites pioches et la force des bras. Donc c'est vraiment, ça explique la richesse du pays et les productions qu'on a pu atteindre à l'époque. Donc voilà. Donc ça c'est l'exploitation un peu plus moderne. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes outils. Il y a des bâtés métalliques à la place des calebasses. Il y a des pompes qu'on ne voit pas nécessairement, mais il y a des motopompes qui sont activées. Et les productions, et puis on voit les femmes maliennes, en particulier les peuls, qui portent beaucoup de bijoux en or. Donc c'est une tradition séculaire au Mali d'avoir des gros bijoux de ce type-là.
Et on voit les enfants qui ne sont pas vraiment exploités, mais qui, comme quand ils vont au champ, accompagnent les familles sur les chantiers d'orpaillage. C'est pas le meilleur endroit pour avoir une bonne éducation, mais c'est pas non plus une exploitation comme certains médias semblent vouloir le faire croire. Dans certains pays, ça peut être le cas, en RDC peut-être, mais au Mali, pour le moment, c'est plutôt bon enfant, on va dire. Donc les exploitations semi-mécanisées, ce qu'on a vu un peu précédemment, et il y a aussi l'apparition des détecteurs de métaux. Ils se modernisent, les orpailleurs, même s'ils sont traditionnels, ils commencent à travailler avec des détecteurs de métaux, donc on a des découvertes qui se font et qui sont assez importantes grâce à ça. Des motopompes et des dragues suceuses qui sont exploitées sur les rivières les plus pérennes, parce que celles qui ont de l'eau toute l'année, genre la Bagoé, la Falémé à la frontière sud et à la frontière ouest. Donc, suivant. Et les mines modernes, donc ça c'est les teneurs beaucoup plus faibles dans la roche en dur. Donc ça nécessite des exploitations à ciel ouvert la plupart du temps, mais également si on a des ressources à forte teneur avec des veines assez étroites, on va exploiter en mine souterraine. Donc voilà. Et puis on peut potentiellement passer du ciel ouvert à un souterrain. Ça c'est le cas de Syama, qui est un gisement qui a pratiquement 6 millions d'onces, ou 7 millions même, et qui est en train de partir en souterrain. Donc maintenant on va vraiment s'intéresser aux minéraux, parce que si on a un peu abordé l'or, c'est juste pour l'aspect économique, parce qu'au niveau minéralogique, il n'y a rien de vraiment intéressant à part l'or lui-même. Par contre, dans la région de Caille, depuis 1994, il y a des minéraux qui sont apparus sur le marché et qui sont essentiellement des grenats, des épidotes et des prénites. Donc on va voir ce que c'est exactement ces gisements, parce que c'est le gros des minéraux qui sortent du Mali actuellement. Donc c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, parce que ça avait été signalé par les premiers géologues de l'AOF. Dans les années 1914, il y a Hubert qui s'est intéressé aux coulées de diabase de l'AOF, qui était assez abondante à Guinée et également au Mali, et qui a signalé la présence d'épidotes. Un peu plus tard, il y a Théodore Monod qui a fait des expéditions transsahariennes, qui est passé notamment sur l'axe Alger-Tombouctou-Dakar, et qui a fait une grosse récolte naturaliste sur son itinéraire, et qui a notamment prélevé des grenats de la région de Caille. Et ensuite, il y a eu des campagnes de cartographie entre 1932 et 1950. Là, c'est la carte de 1950 où Beau signale déjà une minéralogie un peu plus variée. Donc des grenats, la prénite, l'épidote, la chlorite. Et il voit bien que c'est lié aux diabases et aux dolérites qui ont formé ça sous forme de skarn à leur contact avec les calcaires. Bessol, qui a fait un gros tome sur la géologie africaine, il rappelle ce genre de fait. Bon, c'est rien de bien nouveau, mais ça permet de le mettre dans la synthèse sur l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est Théodore Monod à l'époque. Et là, c'est la carte de Beau. Et la redécouverte, on ne sait pas quelle est l'origine exacte, quel est le mineur qui cherchait peut-être de l'or et qui est tombé sur les grenats. Mais le fait est qu'il est tombé sur des grenats très verts, et à l'époque ils ont cru que c'était des émeraudes. Donc ça a provoqué une sorte de rush dans la région, depuis Bamako et depuis Dakar, parce que ça fait la une des journaux. Tout le monde pensait que c'était des émeraudes, et il y a même des trains qui ont été affrétés spécialement, des wagons qui ont été rajoutés au train qui faisait la liaison entre Dakar et Caille, pour permettre aux gens il y a eu genre 10 000, 20 000 personnes qui sont arrivées d'un coup dans la région pour exploiter ça. Et en fait, il y a eu les premiers grenats, puisque c'était en fait des grenats, de type peut-être ruvarovite, mais ça, c'est pas très sûr. C'est plutôt peut-être savorite ou des choses de ce genre, mais c'est arrivé sur le marché allemand de Lida Oberstein, et ça a fait l'objet de publications en 94-95. Il y avait également à la même époque un ambassadeur des États-Unis à Bamako qui était collectionneur de minéraux, qui a été voir exactement comment ça se passait sur le terrain, et qui a permis la diffusion de ces minéraux sur Tucson et sur les bourses aux minéraux de par le monde. Également un Français qui était impliqué là-dedans, que j'ai connu à Dakar, qui était géophysicien pour l'Orstom, Jean-Claude Villeneuve. Je ne sais pas s'il y en a des gens de l'IRD, non, peut-être pas, qui connaissent
et qui a fait ramener des minéraux depuis les sites vers Dakar et qui a inondé les bourses européennes avec des spécimens assez exceptionnels. Et puis la Direction nationale de la géologie et des mines du Mali s'est également intéressée au sujet. Il y a eu plusieurs missions de fait sur le terrain pour essayer de formaliser un peu l'orpaillage ou l'exploitation artisanale de ces pierres semi-précieuses, mais ça a été un peu difficile parce que c'est comme l'orpaillage, on ne peut pas vraiment maîtriser les populations, mais ils ont fait des études assez intéressantes sur les sites et des inventaires. Donc, la période actuelle, bon, il y a toujours l'exploitation des minéraux, mais plutôt pour les collectionneurs. C'est lié à la saison sèche et selon la demande des minéraux. Initialement, il y avait une forte demande de grenat gemme pour le marché allemand. Puis il y a eu tellement de matériel qui est arrivé sur le marché que le cours s'est effondré. Et ensuite, il y a eu l'intérêt pour la prénite brute qui passe plus ou moins pour du jade auprès des marchands chinois et asiatiques en général. Et le grenat en tant que spécimen de collection plus récemment, puisqu'il y a toujours un petit marché là-dessus. Donc des activités épisodiques également pour d'autres spécimens en fonction de ce qu'ils trouvent et en fonction du succès que ça a sur le marché. Donc les prénites de niveau collection, les épidotes, les humanites et les chlorites. Et récemment, il y a eu une publication sur Mineralogical Record en 2011 de Currier et Paul. Donc Currier, c'est un grand collectionneur marchand américain. Et Demetrius Paul, il a travaillé pour BHP à l'époque au Mali. Et il était au Mali en même temps que moi et on a pu faire quelques échanges et il connaît très bien le sujet également. Il a fait un bon article dans le Mineralogical Record. Donc voilà pour un peu l'historique de ces minéraux. Et maintenant, on va voir où ça se situe exactement. Donc on est dans la partie ouest du Mali. Donc là, c'est la fenêtre birémienne avec les mines d'or. Mais on n'est pas du tout dans le birémien. On est dans ce massif-là qui ressort très bien en photo aérienne, qui est un massif de dolérite en fait. On va voir la carte géole. Donc voilà, vous voyez, si on peut faire des allers-retours, voilà le massif qui est en bleu marine, qui ressort très bien. Tout ça, c'est des dolérites qui sont intrudés sous forme de cils, qui ne sont pas nécessairement très épais, mais qui sont intrudés dans le bassin de Taoudéni et qui, on va voir, provoquent la formation de minéraux de skarn. Donc voilà, le nom du massif, c'est le massif de Karta. Ce n'est pas des reliefs très importants, mais ça fait quand même des petites collines avec des sortes de ce qu'on pourrait prendre pour des buts de témoins, qui sont en fait les cils de dolérite qui préservent de l'érosion les sédiments sous-jacents, qui sont des pélides, des grès et des calcaires. Donc dès qu'on a des calcaires, on a la formation des skarnes, on va voir, et ça provoque la formation de ces minéraux qui sont au niveau économique minier ne sont pas intéressants, mais au niveau gémologique et minéralogique sont très intéressants. Et on a eu un potentiel énorme puisque actuellement le gros des minéraux ils viennent de ce carré-là, autour du village de Bendougou, mais potentiellement il y en a sur tout le massif et c'est en fonction des opportunités des diamineurs, mais si on avait des routes ou des infrastructures beaucoup plus développées dans cette région, on aurait des découvertes un peu comme ce qui se fait actuellement en Inde avec les éolites. Parce que dès qu'ils font des puits pour faire des recherches d'eau en Inde, ils trouvent des minéraux. Si c'était le même cas ici, on trouverait des minéraux beaucoup plus variés. Et pour le moment, c'est un petit marché et on a... Voilà, c'est ça. Donc voilà une cartographie géologique un peu de la zone. Donc c'est de nouveau la carte de... En fait, c'est pas Hubert, c'est plutôt Beau là, qui a fait cette carte. Donc avec tout ce qui est bleu clair, c'est les dolérites. Alors on verra que sur le terrain, c'est pas aussi étendu que ça, mais c'est une cartographie qui est encore peu précise, puisque en 1950 c'était ça, la carte, et en 2005 c'est à peu près la même chose. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas les budgets pour faire des choses très détaillées dans ces zones-là, parce que c'est un intérêt assez limité. Donc voilà l'origine des minéraux. Donc les cils de dolérite qui sont peu épais et qui s'intercalent dans les zones de faiblesse de la pile sédimentaire. On a une bréchification hydraulique qui se fait à cause de l'eau qui est chargée, des sédiments qui sont chargés en eau,
qui provoque cette bréchification, et on a un métamorphisme de contact qui se forme en même temps, sur en gros 10-30 mètres d'épaisseur au contact, entre la dolérite et les sédiments. Et donc on a un endoscarne à l'intérieur de la dolérite, la zone tampon, et un exoscarne à l'extérieur du côté des sédiments. Et localement, on a des brèches qui sont totalement remplacées par les granatites. C'est un exemple de brèche avec des éléments de roches sédimentaires, et puis le ciment, c'est en fait de la prénite qui est translucide, et on voit un petit peu d'épidote, un petit peu de grenat, et tout ce qui est blanc, c'est de la stilbite. Donc ça, c'est un exemple typique d'une roche que j'avais prélevée sur site. Un peu plus suivante. Donc la minéralogie, elle est relativement peu variée au niveau des espèces. C'est essentiellement des silicates. Les grosses espèces les plus abondantes, c'est vraiment les grenats, donc grossulaire andradite, la prénite, l'épidote, un petit peu de stilbite, et le reste c'est plutôt anecdotique, c'est pas quelque chose qui est recherché systématiquement par les mineurs, parce que c'est pas un marché très important, et puis c'est peut-être moins abondant également. On a également des choses un peu plus surprenantes, de l'apatite, quelques sulfures, et puis de la magnétite. On va voir un peu plus loin. Donc moi, mon premier contact avec la minéralogie de cette région, c'était sur le marché de Bamako, où ils ramènent tous les minéraux qu'ils trouvent sur le terrain pour trouver les marchands asiatiques ou européens. Mais on voit qu'ils amènent ça dans des sacs de riz. Donc pour trouver les spécimens à peu près intacts, c'est très difficile. On arrive à trouver des choses, mais il faut vraiment fouiller. Donc il faut marchander, il faut fouiller. Donc là, on voit les échantillons bruts plutôt de collection. Et là, le gars, il est en train de piler la prénite pour essayer de trouver des blocs assez gemmes pour intéresser les marchands chinois. Donc on verra, ils n'écrasent pas nécessairement des échantillons minéralogiques. Hein. Il y a de la prénite massive qui broie comme ça. Et donc il y a des spécialistes comme ce gars-là, qui était très sympa, qui avait des bons spécimens, et qui connaissait les clients, et qui essayait quand même de préserver Ça, c'est un bon lot de grenats qui a été plus ou moins bien emballé, et qui est quand même d'un autre niveau que ce qu'on voit ici, qui est un peu tout pigné, on va dire. Donc voilà, ça, c'est... J'ai pu me faire des contacts, parce qu'à chaque fois que je passais à Bamako, que je rentrais sur site, j'allais voir les marchands. Donc celui-là, il fait, je sais pas, il doit faire 4-5 cm, peut-être. Mais ça, il est relativement petit, hein. On va voir plus loin. Donc j'ai pu me faire des contacts et avoir des relations assez amicales avec ces gens-là. Et ça m'a permis d'aller voir sur place comment ça se passait pour essayer de trouver des échantillons peut-être un peu plus intacts et voir comment c'était foutu. Donc en 2009, à l'époque c'était à peu près safe de voyager au Mali. Un peu plus tard, en 2011, ça a commencé à être un peu plus compliqué. En 2012, c'était complètement impossible parce qu'il y a eu des enlèvements dans ce coin-là. Mais en 2009, j'ai pu me rendre sur site. Donc c'est en gros à 450 km de Bamako, avec une route goudronnée assez récemment, jusqu'à Sandaré, et puis en gros on a 50 km de plus à faire en piste de brousse. Donc c'est ce que j'ai fait en mars, c'est la saison idéale, saison sèche, pas trop chaude. Donc slide suivante. Voilà, donc ça c'est le départ autour de Bamako, même c'est un peu plus au sud de Bamako, pour vous montrer un peu les affleurements de la Syrie ou du bassin de Taoudéni. Donc c'est des grès, des sandstones avec stratification entrecroisée. Donc ça c'est pas vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de cils, il n'y a pas de dolérite qui les intrude, mais un peu plus loin on va voir. Donc là c'est sur la route parce que c'est une zone assez isolée, donc on fait des réserves de nourriture, il y avait des mangues à l'époque. On peut trouver un peu de viande sur les bords de route aussi, mais au niveau infrastructure hôtelière c'est inexistant, donc il faut être assez autonome. On était parti avec un 4x4, avec un chauffeur qui connaissait un peu la zone. Donc ça c'est un barrage routier typique de l'Afrique de l'Ouest, quand on arrive vers Sandaré. Et là on voit les premiers cils de dolérite. Donc ça c'est de la dolérite au bord de la route. Et on a pris une piste à partir de là pour rejoindre Bendougou et Diakon. Donc on va voir là. Donc ça c'est les pistes avec les moyens de transport des populations de certaines ethnies. Ça c'est des Peuls qui sont un peu nomades dans le coin, qui se déplacent à Dodane.
avec tout leur campement. Donc, et ça, ce sont les premiers affleurements où on a une manifestation des skarnes et du métasomatisme. Donc ça, c'est des reliques de carbonate avec tout un réseau de silicates qui a recristallisé autour, mais pas de cristallisation intéressante pour les collectionneurs parce que c'est pas des cristaux libres, mais c'est déjà les premiers indices des skarnes. Donc on voit un peu plus loin. Quand on arrive à Diacon, donc vous voyez, c'est des reliefs relativement plats, hein, mais on a quand même les petites collines avec les cils de dolérite. Là, on en devine un qui chapeaute la petite colline. Et c'est dans ces zones-là qu'on va potentiellement trouver des minéraux intéressants. Donc le premier jour que je suis arrivé, dans l'après-midi, on a eu le temps d'aller sur le mont Concoli qui est ici, où on avait signalé déjà à l'époque des cartes de l'AOF de la prénite. Donc je suis allé avec un guide local et on est allé repérer quelques grattages. Donc voilà à quoi ressemblent les mines. Là, il n'y avait pas trop de travail sur les sites, mais vous voyez, c'est des grattages assez superficiels. Et on a de la latérite avec quelques prénites. Et là, on est un peu plus dans la saprolite avec on va voir ce qu'on trouve dans ces grattages. Donc voilà les premières cristallisations un peu intéressantes. Un peu d'épidote, des chlorites et puis des grenats. Donc, mais bon, c'est pas très joli. On va voir ce qu'on trouve un peu plus loin. Là, ça devient un peu plus intéressant. Donc c'est pareil, c'est de la prénite avec des grenats à l'intérieur, un peu d'épidote, un grenat libre. Donc la saprolitisation dans la zone, ça facilite le dégagement des minéraux un peu plus résistants comme les grenats et les épidotes. Les prénites, elles sont assez résistantes aussi, mais on a un profil latéritique assez mince hein, quand même, puisqu'on est dans la zone sahélienne, on n'est plus trop dans la zone tropicale, donc c'est assez préservé. On va voir. Et là, voilà un affleurement qui n'était pas exploité par les mineurs, mais parce que la chlorite, ça ne les intéresse pas, mais c'est des cristaux assez exceptionnels de chlorite. Je n'avais même pas tapé à l'époque, mais récemment, on a vu apparaître sur les bourses des chlorites. J'en ai amené quelques-unes, hein, qui sont assez jolies quand même. Et donc ça, c'est la vue depuis le sommet de la colline. Donc on voit par rapport à la cartographie que les styles dolérétiques, ils existent, mais ils sont quand même minoritaires. Tout ça, c'est des sédiments. Et on a les styles qui sont au-dessus. Là, une zone du panorama où il y a un peu plus de cils de dolérite, avec les boules de dolérite assez caractéristiques, l'érosion en boule. Et puis là, pareil, un cil qui chapeaute la colline. Et là, des baobabs dans les zones où il y a plus des calcaires. Voilà. Donc ça, c'était pour ma première journée. Et j'ai passé la nuit à Bendougou, le village. Village très sympathique avec les gamins qui sont toujours souriants. On peut voir qui s'amusent avec les ânes et les carrioles. On peut voir un peu plus loin là. Ou avec les bœufs carrément. Tout type de monture. Donc et puis il y a des mineurs qui ont été vite au courant que j'étais dans le coin et qui sont venus m'amener quelques échantillons un peu plus préservés. Donc là on a des épidotes avec stilbite, un peu de prénite, des échantillons assez jolis. Donc je lui en ai pris quelques-uns. Il faut négocier. Le mieux à faire, c'est d'essayer de négocier un prix au kilo. Comme ça, on sélectionne les pièces les meilleures pour avoir des bons prix. Donc le lendemain, on est allé sur une mine qui était en activité, mais il y a un jour où ils ne travaillent pas les mineurs, et c'était ce jour-là. Donc malheureusement, je suis allé là-bas, mais il n'y avait personne qui travaillait. Mais bon, ils m'ont quand même montré. Donc là, c'est la dolérite qui chapeaute la colline. Et autour, on a les travaux ici, en fait. On les distingue à peine. On va voir d'un peu plus près. Donc pareil, donc là, ils ont quand même été un peu plus profonds, parce qu'ils ont trouvé des zones assez riches en minéraux. Donc on voit dans la saprolite. Et donc les outils, c'est les mêmes outils que les mineurs pour l'or. Des solis, c'est ce qu'on appelle, et puis une pelle un peu plus moderne. Mais le solis, c'est vraiment l'outil le plus efficace dans ce contexte. Donc voilà une épidote qui est prise dans la matrice de latérite. Et voilà les rejets. Donc là, je ne sais pas si potentiellement ils allaient essayer de vendre ça une fois nettoyé. C'est des cristaux biterminés d'épidote. Et puis un peu de grenat peut-être là. Mais c'est essentiellement de l'épidote et de la prénite. Donc pareil de nouveau. Et là, un peu plus de ce qui est blanc, c'est de la stilbite. Et donc c'est des échantillons qui méritent un bon nettoyage. Parce que quand on est sur place, pour voir à peu près ce que ça vaut, c'est pas évident.
Donc j'avais ramené des échantillons bruts que j'ai pu scier. Et c'est des échantillons qu'on ne retrouve pas sur les bourses parce que ça ne les intéresse pas. Mais au point de vue géologique, c'est quand même intéressant parce qu'on voit les textures, les structures brecciques, avec les épilotes. Un peu plus loin, il y a eu d'autres échantillons qui étaient un peu plus intéressants peut-être. Voilà. Donc là, je crois que c'est de la dolérite avec des cristaux d'épilote, un peu de stilbite. Suivante. Et là, une prénite assez caractéristique avec un peu d'épilote autour. Et là, ça c'est le gros du tout venant de la mine qui est exploitable. C'est les blocs de prénite qui vont être utilisés par les Asiatiques pour faire des sortes de cabochons, soi-disant soit de prénite, soit de jade. Et vous voyez, c'est massif. Et on voit des sortes de boxwork là. Vous voyez la pièce là, c'est une pièce de 100 francs CFA. C'est des grosses masses de prénite. Et des boxwork de ce qui semble être de l'anhydrite. Parce que d'après la forme, ça semble être de l'anhydrite. Mais on n'a jamais vu des cristaux préservés, donc on ne sait pas trop. Donc ça, c'est un autre site où historiquement il y a eu beaucoup de grenades trouvées, 30 hiboux. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de dolérite. Et c'est plutôt des endoscarnes ici. Alors que précédemment, c'était plutôt exoscarnes. Donc beaucoup de dolérite et des grenats. Donc des grattages, et voilà les grenats. Donc là on voit ma main derrière, donc ça commence à être assez gros, et ça a été laissé sur place, hein. Donc pour eux c'était pas de la qualité top, hein. Donc voilà les grenatites. Donc ça pareil, en cassant on trouve ça c'est un échantillon que j'avais ramené, photographié un peu plus proprement. Ça un autre échantillon qui est ici, avec des grenats sur de l'albite. Ça c'est je n'avais pas vu sur les bourses, mais sur place, ils n'ont pas vraiment ramassé. D'autres grenats, pareil. Donc ça, c'est d'autres exploitations suivant des filons, avec épilotes et grenats essentiellement. On va voir les échantillons qu'ils ont sortis. Ça, j'ai trouvé sur le marché de Bamako, mais j'ai pu reconnaître les gangs. Ça vient de cette tranchée-là, avec des cristaux un peu de grenats un peu particuliers, avec des couleurs un peu mordorées. Il était assez caractéristique de ce site-là. Et pareil, la dolérite au-dessus. Donc là, voilà, c'est bon. Là, on part sur notre site un peu plus au nord. Donc de nouveau, les dolérites autour, les baobabs, avec le guide qui est en moto. Et ça, c'est Djouga-Kolan. Donc ça, c'est le gros site qui a fourni le gros des prénites de collection. Ça, c'est une prénite qui est bien brillante, qui est bien jolie. Et qui en fait, elle a été rendue brillante avec de l'huile de vidange ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est brillant, mais moi, à chaque fois que j'échantillonnais sur le marché, j'évitais ça parce qu'on n'arrive pas à le nettoyer. Et souvent, ça cache des imperfections dans les pièces. Mais ça, c'est une grosse pièce, hein. Et ça, c'est un gros site parce que ça fait un gros 150 mètres de diamètre. C'est un des plus gros sites à exploiter, c'est une image Google Earth. Et on va voir sur ce site, donc c'est abandonné depuis quelques années quand même, mais on voit encore les grattages et des restes d'exploitation. Donc là, de nouveau la dolérite qui est à côté, et ça c'est une dépression où il y avait potentiellement la dolérite qui a été érodée, mais où il y a le gros du skarn qui se trouve. Donc, suivant. Donc là on voit que traditionnellement c'est des petits puits, et là ils ont dû avoir des zones assez riches parce qu'ils ont élargi les puits en sorte de fosse. Donc assez profonde, et ça c'est des restants de l'exploitation. Donc des prénites assez jolies, des épilotes, et pareil du concassé là pour les asiatiques. Donc voilà, ça c'était pour la visite. J'ai scindé en deux. Donc là on va voir un peu les spécimens minéralogiques que j'ai pu accumuler au cours des 5-6 ans que j'ai passé au Mali. Parce que j'en ai accumulé un certain nombre. Donc les grenats, ça c'est vraiment les minéraux les plus jolis du site, selon moi, parce que au niveau cristallographique et au niveau couleur c'est très varié. Et pourtant c'est les mêmes espèces. On va voir que c'est en gros des andradites et des grossulaires. Donc du noir, du marron, du jaune. Et on voit la zonation là sur ce spécimen qui est cassé. On a du vert olive à l'extérieur, du marron et puis du noir au cœur. Et puis potentiellement encore plus au cœur, on a du grenat gemme qui intéressait les joailliers.
Donc voilà des analyses qui ont été faites par les gémologues. Donc on soupçonnait à l'époque de l'uvarovite, mais sur les échantillons qui ont été testés par les géologues qui ont fait les analyses en 1994, ils n'ont pas retrouvé d'uvarovite, ils ont retrouvé par contre les deux pôles grossulaire et andradite, donc le pôle ferreux et le pôle alumineux des grenats, avec du côté des andradites les couleurs plus sombres, donc les grenats noirs et vert olive. Intermédiaire c'est plutôt marron, et puis côté grossulaire c'est plutôt les jaunes et les verts jaunâtres. Et donc moi j'ai vu que sur le terrain et avec les gangs on voit que le gros des endoscarnes c'est des grenats de type andradite, et les exoscarnes c'est plutôt c'est ce qui est logique puisqu'il y a des sédiments carbonatés, on a plus de calcium, plus d'aluminium et plus de fer de ce côté là. Donc le terme général c'est grandite, grossular, andradite, grandite, pour désigner le... C'est pas une espèce validée, mais c'est un mélange des deux. C'est une solution solide entre grossulaire et andradite. Donc là, c'est pour illustrer une autre couleur. Donc c'est la même tranchée qu'on a vue précédemment, avec des couleurs un peu mordorées ou mahogany, en gros. C'est marron mahogany. Et puis là, c'est plutôt pour illustrer les diversités des formes. Bon, mais en gros, il y a deux formes classiques qu'on retrouve fréquemment. Mais la plus fréquente, c'est quand même le rhomododécaèdre, qui est ici. Et plus rare, c'est trapézoèdre. Donc ça, c'est un beau spécimen, là. Trapézoèdre. Pour ceux qui se souviennent des cours de cristallo. Donc là, une forme un peu plus complexe du rhomododécaèdre, avec des stries et des zonations de couleurs. Donc les faces qui sont un peu plus claires que les arêtes, ou que les troncatures. Et ça, c'est bien du système cubique, même si ça ressemble presque à un scalénoèdre. C'est un grenat très déformé. Donc ça, c'est des figures que j'ai retrouvées dans le Goldschmidt, où il y a toutes les variétés de formes qu'on trouve dans le renne minéral, enfin, même si elles sont infinies. Mais il y a un bon inventaire et on retrouve des formes assez surprenantes comme ça. Et d'autres formes encore plus surprenantes un peu plus loin, là. Ça, on a du peine à s'imaginer que ce soit cubique, mais c'est bien un grenat. Là, il y a un grenat plus classique, mais celui-là est complètement déformé, où il y a des développements de face qui sont assez surprenants. Ça, c'est plus classique, c'est des sortes de macles polysynthétiques du grenat. Et là, des figures sur les faces, donc des sortes de... Bon, les stries classiques, et aussi des sortes de lacunes de croissance. Là, pareil, des sortes de... Ça, c'est assez joli. Je sais pas si... Et là, des figures de dissolution sur les grenats. Ça, c'est vraiment les andradites. Moi, je ne l'ai pas photographié, mais j'ai un grenat de cette taille-là. En gros, ça va jusqu'à la taille du ballon de handball, voire du ballon de foot, hein, les plus gros. Et donc il y a des sortes de figures de dissolution, on ne sait pas trop si c'est au cours de la cristallisation ou est-ce qu'il y avait un autre minéral qui a été dissous après, je ne sais pas. Et voilà les gros spécimens, ça c'est pas les plus gros, mais vous voyez l'ancêtre du téléphone mobile. Donc voilà, de toutes les tailles, là, un autre un peu plus petit mais qui est aussi joli. Et ça, c'est les associations donc, des grenats, là directement sur la dolérite, ça c'est assez rare. C'est un spécimen que j'avais récupéré à Trentimou. Là, de nouveau, le spécimen sur albite. Là, sur les amphiboles, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est pargasite ou autre chose, mais les grenats sur amphiboles. Ah, et là, c'est une association assez jolie avec des grenats très, très jaunes, très clairs, avec la chlorite. Ça, c'est très rare, je n'en ai pas trouvé souvent. Mais à mon sens, au niveau couleur, c'est les plus jolis. Donc associés au clinochlore. Autre association, c'est pas bien gros, mais c'est très joli aussi. Donc avec épidote et un cristal, c'est des miniatures, hein. C'est vraiment pas bien gros, mais pareil, sur épidote, une autre couleur de grenat. Bon, là on passe à la prénite. Donc il y a une variété de formes un peu moins abondante. Hein. Donc ça c'est de nouveau ça c'était au marché de Bamako, un gars qui était un peu à côté. Voilà, et puis il avait planqué son truc. Mais moi c'était une pièce impressionnante, mais déjà pour la sortir dans les bagages en soute c'est un peu compliqué. Je pense que la douane ça peut poser de problème. Et puis c'était huilé, donc ça m'intéressait pas trop. Mais ce gars-là il me fournit aussi des magnétites. Donc, il était un peu à l'écart, mais le magnétite c'est encore plus rare, hein. Même si
Et là, c'était le cabochon à côté. Un exemple de cabochon. Pour la Chine. Voilà. Voilà. Et là, avec des inclusions d'amphiboles dedans. On va voir que les amphiboles, elles sont importantes parce qu'elles servent plus ou moins de support aux boules de prénite. Donc ça, c'est un faciès qui est très rare au Mali. J'en ai un ou deux spécimens, mais qui est beaucoup plus caractéristique de la prénite qu'on peut trouver par exemple en France, dans les Alpes. C'est presque le faciès des casques de Loisan. Beaucoup plus clair, c'est plutôt blanc, mais moi il m'intéresse bien cet échantillon parce que c'est un faciès qu'on ne retrouve pas souvent. Donc voilà, suivant. Là, pareil, faciès un peu plus clair avec des cristaux assez grossiers, mais on a les faciès en boule qui commencent à apparaître. Et là, c'est les faciès en boule avec les oreilles de Mickey. Et pareil, pardon. Donc là, on voit les aiguilles d'amphibole qui sont en inclusion et qui peuvent servir de support aux architectures de boules qui sont assez complexes. Il y a aussi l'épidote qui sert de support, mais là, c'est plutôt des amphiboles. Donc pareil, les oreilles de Mickey de nouveau. Ça, c'est un faciès assez rare aussi. On va trouver les faciès plus abondants. Voilà, ça, c'est les boules. Bon, ce qui est rare, c'est d'avoir des boules complètement flottantes, isolées. Là, de nouveau, des oreilles de Mickey un peu différentes. Pareil, oreilles de Mickey. Là, il est marrant. Et là, le faciès plus classique, mais là, vous voyez, c'est pas du tout huilé, c'est moins brillant, mais moi, ça m'intéresse plus parce que ça paraît plus frais quand même. Sur l'épidote, et c'est un éclat un peu nacré, c'est pas brillant, mais c'est très joli aussi. Pareil, de nouveau sur épidote, avec il y a d'autres minéraux par-dessus qui ont recristallisé, je sais pas trop ce que c'est tout petit, mais ça donne ces aspects-là. D'autres faciès entre des cristaux grossiers et puis des cristaux de type lamellaire qui sont groupés en boules. Et de nouveau, ce qu'on voit, ça c'est cette pièce-là vue du dessous avec les castes ou les boxwork d'anhydrite. Voilà, des faciès évocateurs. La face suivante. Ça c'était prénite, ouais. Toujours prénite. Priapisme prénite. Voilà. Donc ça c'est faciès de boule sur amphibole qui est assez rare. Suivant. Et ça, faciès, ça rappelle voilà, la Coupe du Monde de foot. Voilà. Ça c'est collector. Je suis pas un fan de foot, mais je la garde quand même. Un autre faciès, bon pareil, avec des cristaux bien intacts. C'est des pièces assez rares d'avoir de cette qualité-là. Et ça, voilà, des architectures un peu presque en chapelet avec l'épidote qui sert de support. Ça c'est assez esthétique, mais dommage que ce soit un peu altéré. Donc suivant, ça c'est des faciès, ça fait presque penser à de l'hémimorphite. On voit les là, pourtant c'est de la prénite. Voilà, c'est des cristaux lamellaires. Et pareil, de nouveau, ça c'est les deux spécimens, c'est le même spécimen sur les deux faces, avec le support d'amphibole en gros, qui a été plus ou moins altéré et qui fait penser à des spécimens flottants, mais à l'origine c'était des amphiboles qui servaient de support. Hein. Et là, de nouveau, une couleur un peu différente. Et là, je pense que c'est pareil, c'est des amphiboles très fines qui sont à l'intérieur. Et d'autres couleurs, la prénite plutôt jaune citron. Voilà. Et un autre faciès un peu bizarre, chausson de prénite. Voilà. Les épidotes. Donc ça, c'est un faciès qu'on ne retrouve pas sur les bourses parce que c'est tout petit. Mais si on a des cristaux très petits d'épidotes, on a des beaux spécimens translucides. Et dès qu'ils commencent à être assez gros, ils deviennent opaques. On va voir un peu plus loin. Donc voilà, là c'est un peu plus gros, avec les chlorites, avec les grenats associés, biterminés, épidotes, brillantes, avec le grenat à côté. Et là, dès qu'ils commencent à grossir, ils deviennent opaques, mais ils sont néanmoins assez jolis quand même. Et là, pareil, ils deviennent presque noirs, totalement opaques, mais assez brillants. Et là, c'est un gros spécimen qui fait en gros pratiquement 8 cm, je pense, presque 10. Une autre espèce, c'est la vésumianite, qui a longtemps été confondue par les mineurs avec le grenat, parce que c'est le même éclat, mais on va voir les formes, c'est quadratique, contrairement au grenat. Donc ça, c'est un beau spécimen assez rare de vésuvianite avec des grenats par-dessus. C'est joli. Des grenats
et même de la chlorite, clinochlore ou chlorite, groupe des chlorites. De nouveau les grenats, donc biterminé, le cristal d'épidote. Et on passe à la chlorite donc là, avec associé au grenat. Ça c'était assez rare, j'en ai retrouvé une seule fois. Et après voilà, donc grenat jaune, sûrement des exoscarnes, avec la chlorite en feuillet, en rosace. Voilà. La stilbite maintenant. Donc ça c'est un minéral qui est assez fréquent maintenant sur les bourses en France et en Europe, associé à l'épidote. C'est ce qui a été exploité à Bosomine et qui continue à être exploité apparemment. Donc de nouveau la brèche de Bosomine, un échantillon que j'avais récupéré dans les travaux. Stilbite de nouveau. Et là stélérite, c'est une zéolite un peu différente, mais ça pouvait donner des échantillons assez intéressants, mais peut-être que c'était pas très populaire sur le marché, donc j'en ai vu 2-3 spécimens. Un peu de silice aussi, qui est très tardive, mais qui est assez esthétique. Mais pareil, on n'en trouve pas beaucoup parce que ça semble pas très populaire comme minéral. Là, elle recouvre les grenats, partiellement dégagés ici. Et du quartz de type Praz, quartz verdâtre, je sais pas, il doit y avoir des inclusions de je sais pas quoi. Si c'est des amphiboles ou... En tout cas il est vert, il est assez joli. Je sais pas trop d'où ça vient exactement parce que c'est pareil, ça c'est... Une fois sur le marché je l'ai trouvé mais ça n'a pas été répété. Et des cristaux d'apophilite également, mais pseudomorphosés en silice. Ça aussi c'est pas fréquent. De la titanite, ça c'est encore moins fréquent parce que c'est très petit. Et ça c'est un spécimen que j'avais trouvé sur place en regardant sous la bino, parce que sur place je ne l'avais pas vu, mais cristaux jaunâtres accompagnant l'épidote. Et les magnétites, donc les oxydes. Et ça, c'est signalé au point de vue gytologique. Mais au point de vue minéralogique, c'est pas très intéressant pour eux, parce que c'est lourd déjà. Donc pour le ramener à Bamako, c'est une contrainte. Et puis les Asiatiques, ouais, ils vont pas faire ils vont rien faire avec ça. Donc ça fait de beaux échantillons associés au grenat. Donc c'est magnétite, hein, c'est la même forme, hein, rhombododécaèdre, et par-dessus des grenats. Notre photo. Et ça, et quelques sulfures, calcopyrite, mais ça c'est pareil, c'est le hasard, hein, parce que c'est pas un échantillon qui intéresse les marchands. Et une autre curiosité, l'apatite. Alors là, ça c'est des gros cristaux aussi, mais pareil, j'en ai trouvé une ou deux fois. Et là, je soupçonne que c'était peut-être des sédiments qui étaient enrichis en phosphate, qui ont été métamorphisés, qui ont donné ces beaux cristaux. Et voilà, pour la minéralogie du Mali. Merci à vous.